Voici une phrase que vous avez certainement entendue des milliers de fois et peut-être déjà prononcée. Je suis nul en dessin alors que mon oncle Jean-Louis ou ma cousine ont un talent fou et dessinent super bien. La plupart des gens partent de ce même raisonnement. Quand on leur demande, on entend évidemment que bien dessiner, ça nécessite du boulot. Mais l'idée majeure derrière tout ça est que l'on est en sachant plus ou moins dessiner et qu'il existe un don artistique. Alors, faut-il vraiment un talent inné pour réussir en dessin? Cela paraît être évidemment l'explication la plus directe au fait que malgré nos multiples tentatives, on n'y arrive pas. Et si ça n'est pas le cas, alors pourquoi mes dessins sont-ils toujours aussi médiocres comparés à ceux de mon fameux cousin? Tous ces arguments semblent à première vue totalement valables. C'est pour cette raison qu'un peu comme une rumeur, cette croyance persiste et traverse le temps. Et à force d'être répétée et de circuler, quand elle atteint suffisamment de personnes, elle finit par se transformer et devenir Alors, on va casser le suspense d'entrée. Oui, certaines personnes ont plus de facilité que d'autres, et ça dans tous les domaines. Et le dessin n'échappe évidemment pas à cette règle. Mais attention, on a tendance à faire un gros amalgame quand on parle de talent ou de don. Le don sonne toujours comme un truc un peu mystique. En gros, on est touché par la grâce, alors qu'en réalité, dans le cas du dessin, il s'agit plutôt de compétences, et plus précisément de compétences visuelles. C'est quand même très différent. Et l'avantage quand on parle de compétences, c'est que celles-ci, eh bien, on peut les développer et les améliorer. On va voir tout ça en détail dans cette vidéo avec des exercices et des exemples concrets. Le problème, c'est que même ceux d'entre nous qui avaient des compétences naturelles ont abandonné avec le temps et ne dessinent maintenant simplement jamais ou trop rarement. Donc logique, le dessin c'est pas vraiment comme le vélo, si vous abandonnez, vous ne dessinez plus pendant longtemps, et ben ces compétences, elles finissent par disparaître. Si la plupart des gens à l'âge adulte pensent ne pas avoir le don ou les compétences suffisantes pour dessiner, c'est que soit ils prennent le train 15 ans plus tard, ou alors ils n'ont absolument jamais travaillé ces fameuses compétences, justement. Bon, vous allez me dire, c'est pas vraiment un scoop, quel que soit notre niveau à la base, il faut bosser pour y arriver. Le problème, c'est que vous êtes nombreux ou nombreuses à me dire que malgré vos essais et des efforts réguliers, hélas, les résultats ne sont pas là ou tardent à venir. Si vous êtes dans l'un de ces deux cas, vous allez comprendre clairement ce qui vous fait stagner et surtout, vous allez voir pourquoi c'est un classique chez les apprentis dessinateurs. Enfin, nous allons voir exactement comment et sur quoi bosser pour développer ces fameuses compétences visuelles, et ce, quelles que soient vos facilités au départ. Remettons les choses à plat. Si vous ramez, effectivement, ça ne vient pas de nulle part. Voici deux choses qui vous bloquent concrètement. Premièrement, l'aspect psychologique, c'est-à-dire le manque de confiance en lien direct avec vos lacunes, ces fameuses lacunes qui elles-mêmes alimentent ce manque de confiance. Vous voyez le truc qu'on dit souvent, la boucle est bouclée ou le serpent qui se mord la queue. Deuxièmement, on vient de l'évoquer, l'aspect pratique, et plus précisément, le manque de compétences visuelles. Donc avant de passer à la pratique pure et dure, analysons plus précisément ces deux points. Je vous apprends rien, le cerveau est une machine à fabriquer des images, mais aussi des émotions et des sentiments souvent contradictoires. Et ça de manière consciente, mais en grande partie aussi de manière inconsciente. Et c'est en ça qu'il peut être un outil d'apprentissage aussi puissant que dévastateur. Si vous persuadez que seule une personne douée fera un bon dessinateur, vous vous mettez déjà en position d'infériorité et en situation d'échec. Vous envoyez tout simplement un message à votre cerveau qui dit pas la peine d'essayer puisque j'ai pas les qualités naturelles pour réussir. Et quand on se persuade d'une chose, il est très difficile de revenir en arrière psychologiquement et ensuite de discerner le vrai du faux, le bon du mauvais, etc. Et c'est la raison pour laquelle pas mal de personnes, hélas, vivent avec ce manque de confiance qui plane au-dessus de leur tête pendant des années. Autre point crucial, ce fameux manque d'expérience. Sentiment tout à fait normal parce qu'entre nous, le dessin, c'est pas une mince affaire. Et il est évidemment tout à fait normal de se sentir perdu au début. Mais là encore, il y a une explication logique derrière tout ça. Voyons de plus près ce qui se passe quand vous prenez votre crayon. Concrètement, faire un dessin nécessite d'être dans deux temporalités différentes. L'action, vous tracez un trait ou deux. L'analyse, vous vous demandez immédiatement si ce que vous venez de faire est juste en le comparant au modèle. Ces deux étapes sont enchaînées et répétées naturellement des centaines ou des milliers de fois dans l'élaboration de vos dessins. Le souci avec ça, c'est que ces deux étapes sont contradictoires pour votre cerveau. L'action fait appel, elle, à des fonctions instinctives et nécessite que vous soyez pleinement concentré et dans le moment présent.
Alors que l'analyse, elle, déclenche souvent des fonctions logiques, pour le coup, plutôt éloignées de l'instinct. Comme je vous l'ai dit, l'analyse concentre exclusivement votre énergie à la comparaison au modèle. De fait, c'est un mécanisme qui vous projette forcément dans le futur. Avec la fameuse question que se posent tous les dessinateurs du monde entier, est-ce que mon dessin est bon ou pas ? Vous savez, la fameuse quête du résultat final. Ce système bien huilé en 2 temps d'action-analyse se grippe quand la partie analytique prend trop de place. Les problèmes arrivent à ce moment-là. On réfléchit trop et cela vient tout simplement polluer notre esprit et troubler en temps réel la réalisation de notre dessin. Car je vous apprends rien, quand on a du mal, on s'énerve et cette fameuse analyse logique se transforme très vite en jugement qui, lui, est quand même très éloigné de la logique. D'où les fameux « ça va pas, t'es nul, ça donne rien », alors que concrètement sur le papier, on n'a encore souvent pas fait grand-chose. Ah oui, j'oubliais d'ajouter le fameux « de toute façon, je suis nul à la base » que l'on avait vu avant. Forcément, là, mentalement, le sac devient un peu trop lourd à porter et il est juste impossible d'avancer dans ces conditions. Alors comment éviter tout ça ? Tout simplement en arrêtant de réfléchir et en passant à l'action. Nous pensons vrai ce que nous voyons. Dixit la fameuse phrase « je crois ce que je vois ». Mais en réalité, notre première erreur vient de là, justement. Nous croyons que nous ne savons pas dessiner parce que nous représentons très mal ce que nous voyons bien, et en réalité, c'est exactement l'inverse. La plupart du temps, nous ne pouvons pas dessiner correctement parce que nous représentons à peu près bien ce que nous avons beaucoup de mal à voir. Premier phénomène, notre sensibilité à la lumière, la vision des couleurs varie d'un individu à l'autre. Petit exemple, si vous fermez un œil puis l'autre, vous verrez clairement que votre œil gauche et droit fabriquent bien 2 images différentes. Normal parce qu'ils sont situés de part et d'autre de votre nez, donc pas exactement au même endroit. Et si vous vous décalez d'un pas par exemple, l'image que vous allez voir sera encore différente. Votre point de vue ne sera donc jamais exactement le même que celui de votre cousin, pourtant juste à côté de vous. Vous savez, celui qui vous énerve et qui dessine super bien. Mais le vrai problème est ailleurs. Ce que l'on voit est une image fabriquée par notre cerveau. L'image que nous avons de ce qui nous entoure n'est donc pas tout à fait la réalité, mais bien une interprétation personnelle de la réalité. Et très souvent, nous avons tendance à surinterpréter. L'exemple typique dans vos dessins est celui du regard dans un portrait. Il est souvent mal placé ou disproportionné. C'est le cas ici justement avec le dessin de Patricia, on peut y voir une certaine qualité, notamment dans l'application qu'elle a mis à poser les ombres. Le résultat sur ce point est assez réaliste. Mais dans un second temps, on identifie clairement une interférence entre 2 images et un conflit mental. Parce que même sans modèle sous les yeux, tout semble indiquer qu'il s'agisse d'une pose de 3/4. Les signes principaux sont l'oreille qui apparaît au premier plan et l'espace entre la mâchoire et la bouche, bien plus importante sur la droite que sur la gauche. Pourtant, quand on observe le nez, la bouche, tout semble aligné comme si le modèle était de face. Dernier signe qui ne trompe pas, l'œil gauche nous observe en face, alors que celui de droite suit la logique du profil. Ici, le cerveau a tout simplement voulu évacuer le problème de perspective en préférant le visage de face, d'où le conflit face 3/4. L'une des raisons principales, c'est qu'on attache souvent extrêmement d'importance à ce point parce que, à juste titre, il est super important quand on fait un portrait. Tout simplement parce qu'il y a énormément de choses qui passent par le regard, notamment l'émotion et la personnalité du modèle. Tellement important que l'on oublie leurs proportions par rapport au reste du visage. C'est une erreur classique. Pour illustrer ça, voici le portrait de Bernard. Là, cette erreur est clairement visible, on voit que les yeux sont beaucoup plus importants que sur la photo. Et ça va avoir notamment une incidence sur les proportions du nez et de la bouche. Et ce, malgré l'aide du quadrillage qu'il a tracé sur sa photo et de toutes les mesures rigoureuses prises avant. C'est exactement la même chose chez Marina, un très joli travail de couleur au passage, mais les yeux sont beaucoup trop importants par rapport au reste et l'espace au niveau de la tempe notamment est clairement réduit. Un exemple assez parlant est la fameuse histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Objectivement, ces 2 points de vue ne changent rien à la réalité du monde, mais elle va influer forcément sur votre façon de voir l'objet et par extension de le dessiner. Vient s'ajouter à ça d'autres filtres mentaux comme nos connaissances par exemple. N'oublions pas que depuis notre naissance, notre cerveau est une grosse banque d'images et une machine à emmagasiner des souvenirs. Tout ça pour dire que tout au long de votre vie, des vers, vous en avez vu un paquet et de toutes sortes. Alors au moment de dessiner celui que vous avez devant le nez, votre cerveau a tendance à vouloir simplifier le truc en utilisant aussi ces fameux souvenirs. Toutes ces images viennent interférer inconsciemment avec le verre que vous avez posé juste devant vous. C'est aussi ça qui donne un aspect un peu enfantin et stéréotypé au dessin de débutant.
Il ne faut pas oublier que les enfants dessinent sans modèle et sont à 100% dans l'interprétation. Ils font appel quasi uniquement à leur connaissance ou leur faculté de reconnaissance. Et ils fabriquent un peu des images types, des objets, des maisons, du monde qui les entoure. Donc vous voyez ici avec ce premier dessin de ma fille, la symbolique de la forêt et des grands arbres est très marquée par souci de compréhension. Dans le second dessin, c'est la même chose. Les signes de féminité pour dessiner des princesses le mieux possible doivent être reconnus et donc mis en évidence. Ajoutons à ça justement l'influence de nos sentiments. Notre humeur du jour, notre niveau de stress, tout ça joue forcément un rôle très important dans ce que l'on va produire. Et si vous vous demandez encore d'où vient l'écart entre ce que vous produisez et le modèle, ne cherchez plus, vous avez la réponse. Maintenant, on va voir plus précisément sur quoi travailler pour réduire cet écart. C'est clairement celle que vous trouverez partout sur Internet. J'appellerais ça le principe de construction logique. Il est particulièrement utile pour comprendre comment structurer un sujet et le dessiner d'imagination. Il vous aide à construire, mesurer, placer les éléments du visage, bref, dessiner des personnages dans l'espace. Ce type de technique est très utilisé notamment chez les dessinateurs de BD au style réaliste. Je vous parle là du dessin de portraits ou de personnages, mais cette construction logique inclut notamment la perspective technique, avec les principes dont vous avez certainement entendu parler, comme les points de fuite, les lignes de fuite, etc. Le truc, c'est que toutes ces techniques peuvent être utilisées comme aide visuelle. Mais si l'on se fie uniquement à ça et à ces repères, elles sont, selon moi, beaucoup moins efficaces. Voire, dans certains cas, contre-productives. Tout ça parce que si l'on suit un cheminement logique et qu'un élément est faux, en général, tout s'écroule et tout est faux. Donc si vous avez déjà testé ces méthodes et qu'elles ne donnent rien ou pas grand-chose, la raison est simple. En l'utilisant, vous apprenez des principes de construction utiles dans certains cas, mais ne développez quasiment pas vos facultés d'observation. Et en général, ça manque pas, vous aurez affaire au phénomène d'interprétation que l'on a vu auparavant. Dans la construction d'un dessin, la logique revient à ne pas tenir compte des différences et à les réduire à des stéréotypes. En observant l'hémisphère droit puis gauche de ce modèle, vous pouvez voir évidemment qu'ils ne sont pas identiques. Si vous vous en tenez à cette seule grille de construction logique pour dessiner ce visage, au lieu de reproduire ce que vous avez en face de vous, vous allez logiquement dessiner un visage totalement symétrique comme celui-ci et donc stéréotypé. En bref, en suivant ce chemin, pas mal de débutants passent à côté des particularités et de la personnalité de leur modèle. Si le dessin est un processus enchaîné, on va bien d'un point A à un point B, nous nous empressons par réflexe, parce qu'on a été éduqué comme ça aussi depuis l'école, d'appliquer ce système et donc d'aborder la réalisation d'un dessin comme un problème de maths. Justement, si vous voulez entraîner votre œil efficacement à dessiner d'après modèle, il va falloir absolument casser ces stéréotypes et travailler autrement. Et il existe pour ça des leviers assez puissants. La méthode 2 va consister justement à contrer cette fameuse interprétation et cette logique, ou tout au moins clairement à réduire son influence quand vous observez un modèle. Il va donc falloir développer des facultés inverses d'adaptation visuelle et d'intuition. Cela revient à prendre votre cerveau par surprise. L'idée est d'augmenter vos capacités à voir en vous focalisant mieux sur les formes sans les interpréter. Voici 2 exercices, ou plutôt un exercice en 2 temps très efficace que je donne souvent à mes élèves. Comme vous pouvez voir, il s'agit d'un sujet bateau, mais l'intérêt est qu'il peut vous permettre de dessiner pas mal de choses parce qu'il est fait de lignes droites et d'angles. Exactement par exemple comme une construction, un intérieur de pièce ou un immeuble. Donc visuellement, si vous réussissez à vous en tirer, vous pourrez dessiner à partir de ça pas mal de trucs. Vous allez voir que dans certains cas et pour certains d'entre vous, ces exercices vont être assez gênants psychologiquement et déstabilisants. Et si c'est le cas, c'est normal. C'est juste que votre esprit logique n'aime pas ça du tout et essaie de lutter contre. Avant de commencer, suivez bien les instructions. Voici donc le fameux sujet. Des bouquins disposés sur une table vue de haut, mais encore une fois, rien d'obligatoire. Vous pouvez prendre une photo vue du dessus de n'importe quoi avec votre smartphone et changer ce sujet. Premièrement, pour une meilleure efficacité, le mieux est de travailler à l'échelle. Si la photo qui vous sert de modèle est de 10 cm par 15 cm par exemple, tracez un cadre aux mêmes dimensions sur votre feuille à dessin. Vous pouvez aussi ajouter une croix au milieu du visuel comme repère de base et la reporter aussi sur votre feuille. Donc phase 1, quand vous observez cette image, il y a 2 zones. La zone pleine, c'est-à-dire l'espace qu'occupent ces objets eux-mêmes, et la zone vide, c'est-à-dire l'environnement autour de ces objets. L'idée va être de dessiner l'ensemble en passant uniquement
par les parties vides, c'est-à-dire les zones blanches ici. C'est en fait un travail de yin et yang. Normalement, notre cerveau est habitué à voir et concevoir l'intérieur des formes. Ici, c'est totalement l'inverse. On passe par l'extérieur pour représenter ces lignes de contour. Ensuite, vous pouvez vous focaliser sur chaque livre indépendamment ou chaque objet indépendamment et appliquer le même principe. N'hésitez pas, quand les objets se chevauchent, à bien prolonger vos tracés pour qu'il y ait une cohérence et que vos lignes restent droites. On passe maintenant à la phase 2 avec une seconde prise de vue du même sujet. Je sens derrière mon écran la panique monter chez certaines et certains d'entre vous. Mais l'idée est d'appliquer exactement le même principe sans vous poser de questions et sans tenir compte de la vue en perspective. Donc, on ne cherche absolument pas à appliquer des principes techniques. Les outils, lignes de fuite, points de fuite, tout ça, on oublie. Concentrez-vous comme sur une carte géographique sur chaque zone, comme si elle était plate et qu'il n'y avait aucune perspective. Évidemment, au début, c'est hyper troublant et ça marche pas forcément du premier coup. Mais chez pas mal d'élèves, ça a créé un véritable déclic au bout de quelques temps. Parce que ça aide vraiment à la représentation dans l'espace sans trop vous poser de questions techniques. Et ça accroît grandement vos capacités à voir ce que vous avez devant le nez sans l'interpréter. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les lignes droites, essayez avec un autre objet que vous avez chez vous, ça marche très bien aussi. Si vous voulez plus de détails sur ce principe notamment, j'ai une petite surprise pour vous. Je vous explique tout ça dans une formation totalement gratuite. Dans les prochains jours, vous allez recevoir 6 cours dans lesquels je vous donne 6 techniques d'observation pour éviter les pièges visuels et les erreurs de proportion. En gros, c'est des outils super importants qui vont vous faire gagner énormément de temps en apprenant d'abord à analyser correctement vos sujets. Parce que c'est quand même ça la grande clé dans la réussite d'un dessin. Faites-le maintenant et vous allez recevoir la première vidéo par email dès demain. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, petit pouce bleu et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, ça nous aide énormément. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bon dessin, salut!